Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Je sais même pas la combienième session c'est, mais je vous avais promis qu'il y aurait un stream avec Véronique Fèvre, la responsable du service éducation de BFM TV, parce que parfois je ne sais pas répondre à vos questions sur les examens notamment. Donc là, Véronique est là pour répondre à toutes vos questions. On va faire au mieux, n'hésitez pas à nous les poser. Pour ce qui est de ma matière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un gros chamboule-tout hier, parce que en gros, le gouvernement a choisi d'élargir bien largement la vaccination. Ouverture aux plus de 50 ans à partir de lundi prochain. Ouverture aussi aux jeunes, aux 16-18 ans atteints de maladies graves depuis hier. Et puis, surtout, la grande nouveauté, c'est qu'à partir de mercredi, tous les plus de 18 ans, sans condition d'état de santé, pourront regarder sur les sites de prise en ligne de rendez-vous s'il reste des créneaux à pourvoir dans les 24 heures et prendre rendez-vous. Donc ça va être une petite révolution, Véronique. Oui, il y a les 16-18 ans aussi qui auront droit, je crois, à être vaccinés s'ils ont un parent. Aussi, pour les proches d'immunodéprimés. Ouais, tu as raison, ça concerne les 16-18 ans aussi. Donc, beaucoup d'actualités en termes de vaccination. On va commencer avec l'éducation et profiter de la présence de Véronique si vous êtes là, si vous avez beaucoup de questions. Et puis après, moi, si Véronique a beaucoup de choses à gérer, parce qu'il y a des lycées bloqués. Et oui, il y a eu des violences du côté de l'Académie d'Amiens. Oui, il y a une visite aussi du ministre sur les internats. Donc peut-être que Véronique sera appelée par l'antenne. Voilà. Déjà, on peut peut-être commencer par ce qui change. Tu voulais peut-être nous exposer ce qui change pour le bac ? Alors, ce qui change pour le bac, vous le savez, sans doute, tous les candidats au bac sont quand même très stressés. On avait des syndicats qui demandaient le contrôle continu intégral. Aujourd'hui, il y a 82% de l'épreuve du bac qui est en contrôle continu. Il ne reste plus que 18%. Mais il y a 2 épreuves qui font très peur aux candidats. Ils demandaient donc le contrôle intégral. C'est pour ça que vous avez vu aussi des blocus ici et là cette semaine. Le ministre de l'Éducation a voulu maintenir ces épreuves. Il n'accède pas à la demande de certains syndicats. Ces épreuves, elles auront lieu aux dates prévues. Je crois que là, en revanche, il y a eu beaucoup d'aménagements. Et c'est assez technique parce que ça change suivant les épreuves. Justement, déjà, il y a Cocops 26 qui nous dit « Est-ce qu'on a des infos pour les étudiants en BTS ?» C'est une question qui revient beaucoup. Alors, les étudiants en BTS, ils sont justement étudiants et ils ne sont pas lycéens. Donc, on voit sur le contrôle continu, c'est quelque chose que, pour l'instant, le gouvernement ne veut pas leur accorder. Et pour l'instant, ça ne change pas. On va avoir énormément de candidats au BTS qui vont composer lundi. Et d'ici lundi, à mon avis, ça ne changera pas. La philosophie, c'est de dire en fait qu'ils sont étudiants et que même si l'année dernière, il y avait eu du contrôle continu, cette année, tous les étudiants, notamment à la fac, ils passent aussi leurs examens. Néanmoins, là, il y a eu quand même un aménagement, c'est qu'il y a une session de rattrapage. Vous vous souvenez peut-être des images qu'on avait vues de tous ces étudiants qui étaient massés dans les couloirs à Arcueil pour passer leurs épreuves. Voilà, il y a eu beaucoup de protestations à l'issue de ça pour dire que vraiment passer les examens, c'était pas raisonnable. Bon, là, on nous dit que les examens pourront être passés dans des espaces suffisamment grands. Et là, pour lundi, on a des locations de salles à Villepinte, à Rungis. Enfin, ça va être d'énormes salles avec des conditions sanitaires très strictes sur le masque. Des tables espacées. Le gel hydroalcoolique avant, après. Et l'aération, on espère. Mais ce qui était vraiment injuste, c'est que les jeunes qui étaient malades ou qui avaient une suspicion de Covid, ils étaient obligés d'aller composer. Sous peine d'avoir 0. Donc, vous avez des jeunes qui pensaient qu'ils avaient peut-être le Covid, ils y sont allés quand même. Là, maintenant, c'est corrigé. Il y a une session de rattrapage comme au bac. Et là, cette session de rattrapage, c'est 2 € sur les matières, un peu comme au bac, où on pense pouvoir rattraper des points. Et les écoles ou les lycées devront, une semaine après les résultats, soutenir les élèves, les faire travailler, les aider. On avait une question. Est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire à 100% en présentiel pour le supérieur ?
Alors j'imagine, c'est une grande question. On est trop loin, déjà on se demande ce qui va se passer lundi. Oui, exactement. On réinvitera Véro pour nous faire un point. Ça dépendra, moi je pense, de la vaccination, non? Qu'est-ce que tu en penses? Aussi, c'est un des critères majeurs, mais ça c'est sûr que même je pense qu'au ministère ils n'ont même pas planché sur la... Enfin peut-être qu'ils y pensent, mais... Je pense qu'ils l'espèrent, parce que moi je connais beaucoup d'étudiants qui n'ont même pas repris la fameuse journée par semaine qu'on avait promis. C'est-à-dire qu'il y a des UFR qui ont dit, nous on rentre pas. Et les examens sont entièrement en distanciel. Et ça, je trouve que c'est quand même très dur. Rodi Twitch qui nous dit il n'y a pas de changement pour le bac pro, on est d'accord? Bac pro, laissez-moi reprendre mes notes parce qu'il y en a, il y a quand même eu des changements, sur des aménagements quand même sur le bac pro. Sur les épreuves écrites, il y en a plusieurs, elles sont maintenues. En image aussi. Ouais, alors bac pro, est-ce qu'on l'a un peu plus haut? Tout le monde peut y accéder. Hein. Il y a une foire aux questions. Voie générale, voie technologique, tu as un peu plus bas normalement le calendrier des voie épreuves. Professionnelle. De voie professionnelle. Les épreuves, en fait, écrites, elles ne changent pas. Elles sont aux dates prévues. En revanche, comme on tient compte du fait qu'il y a eu des problèmes, notamment sur l'éducation à distance, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à suivre, c'était vraiment pas évident. Il y a eu beaucoup d'absences, évidemment aussi, le professeur qui pouvait avoir le Covid. Là, on prendra les 2 meilleures notes de l'écrit. Et puis, pour ce qui concerne les contrôles en cours de formation, certains n'ont pas réussi à passer tous les contrôles prévus dans l'année. Il suffira d'en avoir eu un, et puis ce sera la note de l'examen. Donc il y a vraiment une volonté d'aménager les choses et de faire baisser la pression, parce qu'on comprend que tout le monde est très inquiet. Alors, le bibou, je ne sais pas si je prononce bien à chaque fois les pseudos, hein, pardonnez-moi. On peut donc rendre copie blanche au bac philo, ça ne sert à rien. Alors moi, j'ai posé la question. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ah, tu m'as entendu la poser. J'ai toujours pas de réponse. Je pense que copie blanche. Si, copie blanche, c'est 0, mais ça peut marcher, puisque de toute façon, on prend la meilleure des 2 notes. La question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'on est obligé de venir? C'est est-ce qu'on est obligé de se présenter à l'épreuve, ou est-ce que c'est éliminatoire si on se présente pas à l'épreuve? Et je promets que je te donnerai la réponse. Et si Véro a la réponse avant la fin de ce stream, elle nous la donnera en direct, ce sera encore mieux. Voilà. Tu peux la reposer même, si tu veux. Je l'ai dit. Akrab qui nous dit, pour les stages de BTS de première année, 6 semaines, n'est-ce pas trop en vue de la situation sanitaire? Surtout qu'il y a des entreprises qui refusent de nous accepter en stage car ils jugent que 6 semaines, c'est beaucoup trop. C'est vrai que ça doit être extrêmement compliqué. Les stages en entreprise, il y avait tellement de télétravail en plus, ça posait problème de maître de stage. Je pense que là, il faut se tourner vers les équipes pédagogiques, mais ils vont s'adapter. S'il n'y a pas les semaines nécessaires, on fera comme si elles avaient été nécessaires. Mais si vous avez trouvé, tant mieux. On peut aussi organiser des stages dans l'école si les candidats n'obtiennent pas leur stage. On peut aussi trouver des nouvelles formes pour évaluer. On imagine une situation professionnelle. Bon, voilà, il faut s'adapter. C'est une année pas normale. Gardez-le. Voilà, si vous avez trouvé, gardez-le. Il faut rappeler quand même qu'il y a des conditions strictes aussi dans les entreprises. Exactement, on les connaît. Voilà, masque sur le nez, mais toujours sur le nez. Ouais. La grève des lycéens est pathétique, c'est un commentaire ça. Il y a déjà 80% en contrôle continu, sans compter les innombrables aménagements. C'est ce que nous dit Zora. Il y a beaucoup d'inquiétudes et je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut dire à tous ceux à qui l'épreuve de philo fait peur. Ils ont des raisons d'avoir peur. Il faut se rappeler que la philo, on commence à l'aborder qu'en terminale, et quand on a eu la moitié des cours et qu'on a fait moins de dissertes, c'est l'épreuve, on va pas se mentir, casse-gueule. Mais tout espoir est permis, parce que je me souviens que j'ai passé mon bac en 2003. La prof de philo avait convoqué, je me souviens, ma mère en disant « faudra vraiment qu'elle bosse la philo, etc. C'est vraiment pas son truc. » Et j'ai eu 15 au bac. Ma meilleure note de l'année. Ne désespérez pas, c'est pas parce que vous êtes mauvais maintenant que vous allez... Moi, j'ai fait le contraire. Moi, j'ai eu des bonnes notes tout au long de l'année et je me suis plantée. J'ai eu un pauvre L'important, 10, c'est de tout donner le jour J. Enfin, sauf qu'en contrôle continu, ça devient un peu plus compliqué. L'idée, c'est que là, en tout cas, on peut garder la meilleure note des 2. Donc, c'est quand même une sécurité. Ouais. Louis 84, il me dit, est-ce qu'il y aura des rattrapages pour le bac, sachant que les 80% des épreuves sont en contrôle continu? Oui, toujours. Okay. Toujours, et vous choisissez toujours la meilleure épreuve qui peut vous faire gagner le plus de points. C'est-à-dire à la fois quelque chose d'une matière avec un fort coefficient et vous pensez quand même pouvoir avoir vos chances. 2 questions qui se rejoignent. Celle de
Martin CH95 qui nous dit un commentaire sur le message de Blanquer sur l'écriture inclusive. Et Akun91 qui nous dit « Bonjour, pourrais-je rédiger ma copie de philo en écriture inclusive ?» Je ne sais pas ce qui se passera. Pour l'instant, il y a pas, dans le texte, dans la circulaire, je n'ai pas vu quelque chose sur les examens. Mais tu peux peut-être rappeler ce qu'a dit Blanquer sur... Oui, il ne veut plus qu'on utilise l'écriture inclusive parce que c'est quelque chose qui est compliqué à lire, notamment à l'oral. Et effectivement, il faut rappeler quand même qu'on a 20% des enfants qui arrivent en 6e et qui ne savent pas bien lire. Donc effectivement, l'écriture inclusive, c'est pas simple. C'est pas simple. On a des problèmes de 10 orthographies. Voilà, ça fait un peu mal aux yeux. C'est sans doute un peu tôt le système scolaire pour utiliser des systèmes comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur l'égalité homme-femme, sur la féminisation des mots. Oui, voilà. Bien sûr. Question... qui tient à cœur, ça je sais, Véro. Beno qui nous dit, pour les jeunes qui tombent en dépression, des solutions, on les laisse au fond du trou. Alors il y a des dispositifs qui ont été présentés, de chèques notamment, pour aller chez le psy. Pour les étudiants, ouais, il faut s'adresser... Et chez les plus jeunes aussi, pour les enfants aussi. Ouais, mais je sais que ça explose. Les demandes. Les demandes explosent, exactement. Donc... Et il y a des plateformes, surtout Fil Santé Jeunes, etc., qui carburent en ce moment, qui font un boulot de dingue. Et ça, c'est vraiment précieux parce que c'est gratuit. Et puis, au bout du fil, on n'a pas forcément une consultation tout de suite, mais on a quelqu'un qui peut vous donner accès à un professionnel de santé ou à quelqu'un qui pourrait vous écouter dans votre lieu de résidence. Et il faut rappeler en plus que les psys participent, je crois qu'ils sont moins payés la séance, c'est-à-dire qu'ils participent, vous avez des collectifs de psys qui se mobilisent pour les étudiants. Ils jouent le jeu, c'est-à-dire que la consultation est moins chère. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la problématique d'une prise en charge à plus long terme. C'est pas en quelques séances parfois qu'on règle toutes les conséquences du confinement, parce que ça déclenche des choses qui sont souvent plus profondes. Absolument. Puis ça a des effets à long terme. Je suis actuellement en BTS, Hugo nous dit ça. On est 33 personnes en cours dans une classe et pas une distance d'1 mètre. Le gel hydroalcoolique n'est pas obligatoire quand on rentre en cours. L'établissement est-il dans la légalité ? Mais déjà, j'espère que vous aérez dans votre classe. Voilà, la grande question, c'est l'aération. Parce que franchement, c'est est-ce pas que du tout le monde même. porte bien son masque ? Honnêtement, on a... Il y a un protocole après. Il y a un protocole, mais tu peux te laver les mains aussi avant, après. Le gel hydroalcoolique, c'est plutôt conseillé quand même. Mais vous n'êtes pas toujours en train de vous échanger les... Non, et puis en plus, il faut rappeler quand même les modes de transmission du virus. En premier lieu, c'est vraiment... au début, on a dit c'est les grosses gouttelettes. Quand on parle, quand on éternue, quand on tousse, on va postillonner sur quelqu'un. Et là, ça craint vraiment. Puis après, au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, on s'est rendu compte que le plus problématique, finalement, c'était les aérosols. Et c'est donc se parler. Se parler ou même respirer, les petites micro-gouttelettes qui sont tellement fines qu'elles vont rester en suspension dans l'air et qu'elles peuvent même infecter quelqu'un à haute dose. Dans une toute petite salle, si vous n'avez pas aéré et que la personne n'y est plus, mais qu'elle y a passé un bon moment, vous pouvez vous infecter. Il y a une question aussi de charge virale contaminante. On ne sait pas à quel niveau de virus, mais en tout cas, il y a une certitude avec ça. Fenêtres. Et la troisième mode de contamination, c'est par les surfaces contaminées. Mais c'est quand même un mode plutôt minoritaire. Mais c'est vrai que la clé, c'est vraiment l'aération. C'est vraiment très, très important. Et puis que tout le monde porte bien son masque. Parce que c'est vrai que moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'ai des élèves, mais le masque tombe toujours. Et il n'y a rien à faire, quoi. Si vous avez un voisin qui n'a pas son masque sur le nez et qui a le Covid, c'est une situation à risque. On rappelle, le pire, c'est vraiment la réalité, c'est qu'on peut vraiment être peu symptomatique ou pas symptomatique. Donc c'est vrai qu'on ne peut jamais avoir de certitude. Alors, beaucoup de questions. Merci pour vos contributions. Il n'y a donc pas de changement pour le DNB, nous dit Vic Parlequin. Qu'est-ce que le DNB ? Le DNB, c'est le brevet. Et au moment où tu m'en parles, j'ai un blanc. Non, pour moi, il n'y a pas de changement sur le brevet, non. Tu veux que je fasse un petit contrôle F ? Est-ce qu'on a un petit... C'est pourquoi ça s'appelle DNB ? Diplôme national du brevet, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Diplôme national du brevet, absolument. Tu vois, tu connais tout. Ouais, attends. C'était pas... Session 2020. Non, pour moi, il n'y a pas de changement sur le brevet. Parce que là, on n'a parlé que
que du bac, du bac pro, du bac de français. Mais non, sur le DNB, il n'y a pas de... Pomme Rouge qui nous dit super, le nivellement par le bas du bac. Bon, c'est un commentaire. Et les Nivers, où en est la vaccination des enseignants? Pourcentage de vaccination? Tous les enseignants peuvent-ils être vaccinés actuellement? Bah non, pas tous les enseignants. Pour l'instant, on en est encore... Il y a la théorie et la réalité. Ouais. Hein. La théorie, c'est qu'il faut avoir plus de 55 ans pour pouvoir avoir accès à la vaccination. Et je peux vous donner les derniers chiffres à dimanche soir, moi, mais c'était pas une vaccination massive. Attends, j'ai pas le taux, moi. Pour l'instant, c'était 20%. C'était 20%. 20% de 200 000, parce qu'il y avait 200 000 personnes éligibles. Après, il y a la réalité. Moi, je peux vous dire qu'il y a énormément de centres qui vaccinent les enseignants et il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas du tout 55 ans, qui sont bien en dessous, qui peuvent se présenter dans certains centres. Moi aussi, j'en étais restée à 20%. Et ça marche. Et ça marche. Ça dépend un peu de la tension qu'il peut y avoir dans les centres en question. Bien sûr. Et moi, je vois de plus en plus, en tout cas, d'enseignants qui sont vaccinés. Ça peut être important pour faire en sorte qu'il y ait moins de malades. Et c'est un enjeu pas tellement de circulation du virus, mais surtout de fonctionnement en fait, du système de l'éducation. Et que quand vous avez un enseignant de primaire qui est malade, et ben, aujourd'hui, on n'a plus assez de remplaçants. Donc, et donc ça peut être pour pire le remplacer. que le mal, parce que résultat, parce qu'on va mélanger parfois les élèves. C'est interdit maintenant, mais pendant les premières heures, de toute façon, les enfants, ils sont là. Donc parfois, il peut y avoir du brassage, même masqué. Et on rappelle le protocole qui est le même qu'avant la coupure, avant les vacances et le confinement version 3. Un seul cas, fermeture de classe. Ouais, et là, ça fait exploser les chiffres. Multiplié par 4, le nombre de classes fermées. En une semaine, oui. J'ai reçu un mail de l'école de mes enfants ce matin, ils ont fermé une classe déjà. Je pense qu'on a un peu tous dans nos écoles, dans les écoles de nos enfants. Là, ça recommence. Mais pour l'instant, le ministre de l'Éducation dit qu'on reste sur ce protocole. Ça pourra peut-être changer en juin et revenir à 3 quarts. D'accord, en fonction de la situation aussi. Voilà, de la vaccination. Ouais, bah oui. Est-ce que pour l'après-Covid, l'arrivée des jeunes, principalement des bacs pro, BTS, en stage alternance ou sur le monde du travail, sera favorisée via des aides aux entreprises? Ça, pas pour l'instant, il y a la question... Il faudrait demander à Gaëtan Mélin, il aurait fallu la faire venir. Mais oui, il y a Un jeune, une solution. Il y a une plateforme qui s'appelle Un jeune, une solution, qui doit justement aider, aller sur cette plateforme, qui doit aider tous les jeunes justement à trouver une solution, un stage, une formation. Mais on ne sait pas si c'est sous la forme d'aide aux entreprises, mais c'est vrai que ce serait intelligent comme système. Il y a déjà beaucoup d'aides quand même, mais... Ouais. L'alternance, ouais. Je sais pas si quand on prend un apprenti, ça coûte quand même de moins en moins cher. Il y a deux statuts, l'apprentissage et l'alternance. De mon côté, mon lycée a eu la merveilleuse idée de nous maintenir le bac blanc ce mercredi après presque 2 mois sans vrai cours. Ouais. Il y a un moyen de faire pression sur le lycée pour annuler les notes qui pourraient complètement casser le contrôle continu. C'est ce que nous demande Prime. Qui pourrait complètement casser le contrôle continu. Parce qu'il redoute que ce bac blanc... ce bac blanc, à mon avis, servira pour le contrôle continu. Ouais, et donc, vous pouvez faire blocus, mais moi, d'ici... Il faut être clair. Pour l'instant, sur le 3e trimestre, les établissements n'ont pas encore rentré les dernières notes du contrôle continu. Et toutes les notes qui vont être rentrées d'ici fin mai, elles vont compter pour ce contrôle continu, pour lesquels, les épreuves de spécialité, notamment, il y a un gros COEF. Donc les bacs blancs, oui, en général... Pour faire pression, peut-être plutôt discuter aussi avec le prof de la matière en question pour dire que ça paraît un peu prématuré, vous avez besoin de faire Faire en sorte aussi d'avoir d'autres épreuves pour vous rattraper. Vous avez d'ici la fin du mois, plus il y a de notes, mieux c'est d'ailleurs. Ça donne... Prisso Bowis qui nous dit quid des files d'attente pour l'inscription aux universités pour les bacheliers, distance université domicile privilégiée par rapport aux résultats, nonobstant tout manque d'informations et en dépit de toute erreur. Depuis la réforme Parcoursup, c'est plus compliqué que ça. Vous avez quand même un dossier, les universités peuvent regarder votre dossier. Les notions de distance, c'est davantage pour les lycées. Ok. Ouais. Pas pour le super. Capurim qui nous dit ce qui m'a choqué, c'est que les élèves doivent faire leur autotest sous surveillance alors que les enseignants le font chez eux, donc aucune preuve qu'ils l'ont réellement fait. C'est toujours ça.
Ah oui, ce qu'on rappelle, il y a plusieurs types là, de dépistage. On va rappeler. Il y a Ouais. test salivaire Test pour les salivaire pour les petits. autotest pour les grands, ou PCR d'ailleurs. Alors, les tests salivaires pour les petits, il y en a eu 300 000 cette semaine. Le ministère nous promet 600 000 à la mi-mai. Je ne sais pas si on va y arriver parce on voit que c'est des grosses organisations. C'est organisé dans les écoles et ça commence à être organisé également dans les collèges. Mais c'est pas on va dire une surveillance régulière. C'est un peu comme moi je dis un carottage en fait. On va faire c'est one shot. C'est un one shot, c'est ponctuel. On va voir ce qui se passe, détecter les asymptomatiques. Il n'y a pas de régularité à part pour une dizaine d'établissements par académie qui sont un peu sentinelles. Et puis on a les autotests. Alors les autotests, ça marche déjà depuis plusieurs mois en Grande-Bretagne, en Autriche, et les élèves font ça chez eux avant d'aller dans les établissements, y compris au collège, certains même les petits en Autriche. Et l'idée, c'est qu'on fasse confiance aux gens. Mais c'est vrai. Mais en France, on a fait ce choix d'organiser ça dans les établissements scolaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'établissement sont vent debout contre cette organisation. Et j'en ai eu énormément au téléphone qui m'ont dit, nous, c'est simple. La semaine prochaine, nous, on va les distribuer aux lycéens parce qu'on considère qu'on ne peut pas... Pour les autotests Ben ouais, les autotests. Ouais. J'ai pas, Si, pour savoir. Pour parce les que autotests. La question, c'était vraiment sur les autotests. Alors, les autotests, voilà. Pour l'instant, le ministère dit, pendant les 15 prochains jours, on l'organise dans les établissements. Mais donc, ils doivent le faire devant... ils doivent trouver... Alors, les chefs d'établissement doivent trouver une salle, trouver des gens pour le faire. Il y a eu des médiateurs qui ont été recrutés. Et autotest, tu le fais tout seul? Oui, mais il faut quand même gérer le nettoyage. C'est quand même sur le plan sanitaire. Mais est-ce que c'est pas plus simple, comme nous le raconte Capurine, de le faire chez soi? Mais ce qui la dérange, c'est que les enseignants... Non, c'est ce que tu dis. Les élèves doivent le faire sous surveillance, alors que les enseignants le faire chez soi. C'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, ça me paraît plus logique de le faire tranquille chez soi. Je pense qu'ils ont peur que ce ne soit pas observé, effectivement, comme elle le dit. Mais je suis complètement d'accord. Les enseignants aussi sont pas du tout tenus de le faire. Donc, J'en ai fait un, c'est assez simple. C'est juste qu'il faut bien... On ne sait pas à quelle profondeur il faut enfoncer le coton-tige. Alors, ce n'est pas le nasopharyngé qui a 15 cm de profondeur. Là, c'est la HAS, elle dit 3-4 cm dans la narine et on fait bien, surtout plusieurs tours dans chaque narine. Et surtout, ça a l'air super efficace pour faire baisser le nombre de contaminations. On disait que s'il y a 75% des élèves qui le font une fois par semaine, ça fait baisser de 50% les contaminations. Donc, même si on en a 25 qui ne le font pas, mais ça reste efficace. Il faut rappeler que c'est le test de référence, ça reste le test PCR qu'on fait en labo, parce que c'est beaucoup plus sensible. Oui. Là, avec ces tests, c'est comme les antigéniques. On peut avoir des faux négatifs. Donc, voilà, c'est un outil, en fait. C'est pas la même chose. C'est du dépistage, c'est pas du diagnostic. Donc, c'est pour... en gros, on va aller pêcher avec un filet à large maille. On sait qu'on va passer à côté de petits, mais qu'on va avoir le plus gros. C'est Capucine ou Capurine? Moi, je suis d'accord, en tout cas, avec elle, parce que je trouve qu'à terme, Capurine, on sera obligé de faire confiance aux jeunes, et je pense que les lycéens sont tout à fait capables de le faire. Et vraiment, les établissements, ils ont autre chose à faire, je pense, en ce moment, que de gérer ces tests, trouver les salles. Voilà, là, il faut mettre la gomme sur la préparation au grand oral, l'épreuve de philo, et je pense que les professeurs ont envie de reprendre tous les élèves, surtout ceux qui sont un petit peu perdus. Voilà, je pense que c'est ça la priorité. Coligny 75, les repas à 1 € pour tous les étudiants seront maintenus? Pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait les retirer. Surtout en ce moment, avec les petits boulots qui sont de plus en plus difficiles et les restos qui ne vont pas forcément rouvrir tous. On sait que c'était une source importante de revenus, les jobs d'été. Twister 1062, est-ce que le grand oral peut être annulé? Et un autre, pitié, pas de grand oral, Margot, on croit en toi. Non, je pense que c'est le grand oral, le ministre de l'Éducation, il tient beaucoup. Il a donné beaucoup d'aménagements, beaucoup de garanties là aussi pour que ça se passe plutôt pas mal. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une épreuve. C'est un élève avec Ou comment ça se passe? Il y en a t'es tout seul dans la salle? En fait, ouais, avec l'examinateur, tu as passé ton oral de français. Oui, mais il y avait quelqu'un qui préparait la session d'après, tu sais, dans la salle. Ah oui, je pense que sur le plan sanitaire, on va oui, mais t'es arrivé un truc horrible d'ailleurs. J'avais pas compris que sur la convocation, c'était l'heure de passage de mon bac français. J'avais confondu. Et il y avait 40 minutes de préparation. Ouais. Et j'arrive mais tranquille, vraiment sans stresser, j'arrive dans le couloir et je vois, elle est où?
Oh là là. Et c'était moi dont il parlait. Et il me dit... Il t'a donné du temps. Et en fait, c'était... il y avait 14h ou 14h20, heure de passage. Et donc, je suis arrivée 5 minutes avant comme une fleur. Et comme j'étais l'heure d'après, ils avaient fait une pause pour déjeuner. Donc, il n'y avait personne avant, si tu veux. Donc, en fait, j'ai pu passer le truc. Mais tu vois, ça m'a fait un flash là, quand on en a parlé. Là. Faites attention aux horaires de convocation. Je ne sais pas s'ils précisent que c'est l'heure de... C'était aussi un peu... Enfin, ça induisait en erreur parce que quand tu mets l'heure de passage et que tu lis en dessous qu'il faut arriver 40 minutes avant pour la préparation. Donc là, tu as 20 minutes pour préparer. Ils ont quand même évolué sur des points qui étaient quand même intéressants. Au départ, on n'avait pas le droit à ces notes pendant 20 minutes. Donc tu faisais ta préparation avec 20 minutes et ensuite tu passais debout sans notes. Là, on va pouvoir garder ces notes. Ça, c'est pas mal. Et puis, on pourra surtout présenter un message du chef d'établissement et du professeur expliquant ce qui a été vu et ce qui n'a pas été vu dans le programme. Ça peut quand même sécuriser. Je pense qu'il faut pas dramatiser, il faut pas trop stresser. Je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on passe un examen, on a mal au ventre. Rien que d'y penser, on a des montées d'angoisse, surtout un mois avant. Voilà, pour vous rassurer, il reste justement plus d'un mois, puisqu'on c'est à partir du 21. Et là, je pense qu'il faut vraiment bosser les questions. Vous avez 2 questions à travailler. Bossez-les, travaillez-les. Et il y a des thèmes à l'avance ? Ouais, voilà, c'est des thèmes qui sont travaillés avec les professeurs. Donc voilà, si c'est bien fichu, faites-vous aider de vos professeurs pour pousser un peu les choses. Moi, j'étais une fan de fiches. J'étais une fan de fiches. Voilà, parce que j'ai une mémoire visuelle, je m'en suis rendu compte. C'est pas un exposé, c'est vraiment, il faut s'entraîner aussi à défendre une conviction. Et moi, je trouve que lâchez-vous un peu. C'est intéressant, c'est pas un exercice habituel, mais c'est aussi pour ça que ça fait stresser tout le monde. Mais encore une fois, je le comprends très bien. Et puis quand vous arrivez dans la salle, un truc aussi, c'est primordial, je trouve, pour avoir fait passer des oraux d'admission aux écoles journalistes, de bien regarder, je trouve, ses interlocuteurs, même bonjour madame, bonjour monsieur, je trouve que ça change, mais immédiatement, quoi. Sourire au début. Voilà. Comme ça. Aussi, et quoi qu'il arrive, imaginez que de toute façon, ils vous aiment. Donc comme ça, voilà. Au lieu d'avoir peur d'eux, non, ils vous aiment à la base. On est d'accord que les autotests n'ont aucune valeur dans le futur pass. Non, on est d'accord qu'à Wantrop, c'est que les tests PCR ou les tests antigéniques. Et on rappelle que le pass sanitaire, ce serait pas pour les événements de la vie de tous les jours, pas pour aller travailler, aller au resto, aller dans un commerce, mais plutôt pour les événements qui rassemblent plus de 1000 personnes. C'est ce qu'a préconisé le conseil scientifique. Donc voilà, des foires, des salons, peut-être des concerts, voilà, tous ces genres d'événements où on pourra avoir 3 éléments, savoir si on a été infecté par le virus, donc avec un résultat d'un PCR négatif de moins de 48 heures, soit une vaccination ou soit une immunisation par le passé, avec l'infection naturelle par le virus. L'année dernière, nous dit Benoît, l'État a maintenu les épreuves de fin d'année pour que les élèves continuent de travailler pour au final les annuler. Est-ce que c'est la même stratégie cette année ? Non, je ne crois pas. Je crois que la pression n'est pas la même. D'abord, encore une fois, il n'y a plus que 2 épreuves. Donc là, je ne vois pas les choses bouger, même si il va y avoir encore, d'ici là, des fermetures de classe. Les demi-groupes, ça permet aussi de travailler l'oral, etc. Donc non, je ne vois pas les choses bouger. Je ne suis pas Madame Irma, par contre. Prose Enflammée qui nous dit, sauf que vous oubliez une chose, les élèves qui se dépisteront chaque semaine seront les mêmes qui seront les plus prudents, c'est vrai. Tandis que ceux qui ne le feront pas seront ceux qui auront des comportements à risque, faisant fi des distanciations. Votre logique ne tient donc pas tout à fait. Ah oui, c'est par rapport aux 75% qui font leurs tests et qui réduisent de 50% les risques. Même en prenant en compte ça, c'est vrai que vaut mieux tester. On sait que de toute façon, ce ne sera jamais parfait. Non. Moi, j'ai dû remplir le document pour l'autoriser aux tests, les tests salivaires dans l'école de mes enfants. Il fallait fournir aussi une attestation de droit de la Sécu ou une copie de la carte vitale. J'imagine que des parents, ça va leur sortir de la tête, ils vont pas forcément rendre le document. Enfin, il y a toujours, c'est jamais du 100%. Sur les tests salivaires, c'est quand même dommage parce que je redonne les chiffres, 322 064 tests salivaires proposés et seulement 207 000 réalisés. Parce que soit ils répondent pas, soit ils répondent non, c'est ça ? Oui.
Ok. Non, mais certains n'ont pas eu le temps, etc. Mais c'est quand même un peu dommage parce que ça mobilise énormément de personnel et voilà. Il faudrait quand même que ça s'améliore. Et ça ne s'améliore pas du tout, ce taux d'acceptation. De Cheezer 1 qui me disait j'ai peur de me faire vacciner, Nick Nice Clear qui me disait est-ce que le vaccin est dangereux, et Rook 4115 qui me dit j'ai 18 ans, est-ce que je peux aller me faire vacciner. On rappelle que le vaccin c'est un médicament, que pour chaque médicament il y a des risques et des bénéfices, que pour l'instant chez les jeunes on sait qu'il y a très peu de risques de formes graves, mais que clairement pour limiter la circulation du virus. On commence à avoir des données hyper encourageantes d'Israël et d'Angleterre sur le fait qui suggèrent que le virus bloquerait la transmission. Donc ça devient de plus en plus intéressant pour les jeunes de se faire vacciner. Voilà, c'est pas sans risque, mais la balance ce que les spécialistes appellent la balance bénéfice-risque penche en faveur de la vaccination, même si c'est moins le cas pour les jeunes que pour les plus âgés qui ont plus de chances de faire une hospitalisation, une forme grave. Moi, je trouve que c'est un bel espoir quand même, la vaccination, pour les plus de 16 ans notamment, parce que quand même, les gens qui ont 16 ans aujourd'hui, 18 ans, 17 ans, ils n'ont pas la même vie que moi j'ai eu à 16, 17, 18 ans. Voilà, limiter ces échanges, c'est pas facile. Alors de temps en temps, on le sait, vous craquez. Bon, voilà, si vous êtes tous vaccinés, ce sera quand même quelque chose qui permettra d'avoir une vie plus facile, avoir des activités normales, faire plus de sport, voilà. Mais donc, se sentir mieux. Pour répondre à Rook, j'ai 18 ans, est-ce que je peux aller me faire vacciner ? Pour l'instant, si t'as pas de maladie grave, c'est non. Mais si tu as un proche, si tu as un proche, mais ouais, en gros ta mère ou ton père, hein, ouais, c'est ça. Quelqu'un avec qui de la tu famille, vis, quelqu'un du foyer familial qui a une maladie grave, oui. Et sinon, surtout, je rappelle la nouveauté qui a été annoncée hier. À partir de mercredi, il y aura des créneaux qui seront mis en place pour les doses qui ne sont pas mobilisées pour les personnes prioritaires dans les 24 heures. En gros, les doses qui restent. Et donc ça, on pourra prendre rendez-vous pour le lendemain, par exemple. Et ça, c'est sans condition d'état de santé. Donc ça pourrait être une piste pour réserver un créneau. Super. Blanchot qui nous dit, dans tous les cas, je réviserai pas la philo, mort de rire, le talent va parler. Attention, il faut quand même avoir des citations ou un peu de fond. Parce que ça veut dire qu'il a des bonnes notes au contrôle continu, alors, c'est ça ? Ouais, Coligny, c'est... A performé au contrôle continu. Il faut dire quand même que... Et oui, Lily Mas qui nous dit, oui, pour l'instant, nous ne sommes malheureusement pas prioritaires et nous allons gâcher 3 ans de notre vie. C'est vrai que c'est très long pour tout le monde, mais là, on a des motifs quand même d'espérer. Là. Ça va s'accélérer avec les livraisons en fait, de vaccins. Quand on regarde ce qu'on attend, je crois que c'est 4,5 millions par semaine de vaccins en juin et 6,9 millions par semaine en mai et 6,9 millions par semaine de doses attendues en juin. Donc à mon tour de poser une question, est-ce que tu penses que tous les jeunes pourront être vaccinés ? Je parle des lycéens. Notamment pour septembre. L'ouverture officielle, c'est le 15 juin, à tout le monde sans condition. Ouais. Au niveau des doses, s'ils le veulent, je pense qu'on peut y arriver. Après, ils n'auront peut-être pas eu les 2 doses avant la rentrée. Oui. Mais c'est une question, après, moi je me pose la question de quelle va être l'adhésion chez les plus jeunes qui n'ont pas de risque de forme grave. Il y aura peut-être moins... Je ne sais pas si vous pouvez nous dire, on peut peut-être lancer un sondage. Est-ce que vous avez envie d'aller vous faire vacciner quand votre tour sera venu ? On peut lancer ce sondage. Oui. On vous donne les résultats après. Ça. Et d'ailleurs, sur les vaccins, j'en profite pour vous donner aussi l'information de l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez vu en Angleterre, désormais, ils recommandent de limiter l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 40 ans. Jusqu'à présent, c'était les plus de 30 ans. Si possible, parce qu'ils ont eu des signalements aussi de cas atypiques de thrombose. Alors, on rappelle que là-bas, ils ont vacciné massivement avec l'AstraZeneca. Il y a eu plus de 28 millions de doses administrées. Et ils ont relevé un peu plus de 240 cas de caillots sanguins, dont 49 décès. Et c'était principalement chez des femmes, 141 femmes, 100 hommes, qui ont entre 18 et 93 ans. Donc voilà, ils disent si possible. Ils ont déjà bien avancé. Quand on regarde la comparaison dans leur campagne vaccinale, ils sont à 35 millions de personnes, un peu plus, qui ont reçu une dose. C'est 2 fois plus que nous. Enfin, nous, on est à 17 millions. 17 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose en France. Bon, on est quand même à 1 personne sur 4. C'est pas mal en France. Et quasiment un adulte sur 3.
Est-ce qu'on a un retour sur la vaccination des plus de 16 ans en Israël? Parce qu'en Israël, ils ont utilisé que Pfizer, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a eu des pépins? Il y avait des cas rares de myocardite, d'inflammation du myocarde, le muscle cardiaque, là, qui avait été rapporté. Et donc, nous, on suit ça de très près en France parce qu'il y avait eu 5 cas investigués, analysés dans le dernier rapport de l'Agence française du médicament. Et donc ça, ils surveillent ça pour voir si ça peut être un signal de sécurité ou pas. Parce que voilà, tout doit être analysé. C'est vrai que pour le ça coup, se guérit une myocardite ou c'est pris en charge. Il faudrait demander au doc ça. Ouais. Alain Ducardonnet, notre consultant, il est cardiologue, donc c'est vraiment sa spécialité. C'est vrai, est-ce que le lycée nous imposera la vaccination Lili-Mestre? Non, ça c'est impossible. Non. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur un principe de vaccination obligatoire. Ça, c'est pas... Ni pour les adultes, ni pour les jeunes. Juste pour remettre dans le contexte, on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais il me semble, la notion d'immunité collective, c'est à partir de quel pourcentage que c'est censé fonctionner? Alors, au début, on disait il y a 1 an, compte tenu de la transmissibilité du virus que l'on connaît, c'est avec la souche de 2020, les spécialistes disaient c'est autour de 66% de la population protégée qu'il faut atteindre. Donc, protégée, ça veut dire pas forcément vacciné. Ça peut vouloir dire que vous l'avez eu. Ouais. Et ça, Pasteur a remis à jour ses projections. Ils estiment qu'on est à 23%, je crois, des Français qui ont été infectés par le virus, avec des disparités énormes. On est quasiment à 40% en Île-de-France. C'est énorme. Et je ne sais plus si c'est 7% en Bretagne, ou voilà, mais il y a des grosses différences. 40% des gens en Île-de-France qui ont été infectés? Donc certains, c'est une estimation de l'Institut Pasteur, et certains, donc, en fonction de cette estimation, donc, certains ont développé une protection et une immunité suffisante. Et puis il faut rajouter à cela les personnes protégées avec 2 doses. Donc là, pour l'instant, en France, on est à 7 386 000 personnes. Donc c'est 11% de la population ou 14% des adultes. Donc on rajoute à cela. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les variants sont plus transmissibles, plus contagieux. Et donc avec ça, les spécialistes disent aujourd'hui qu'il faudrait au moins 75 voire 80% de la population immunisée. Il va falloir piquer là. Donc vaccinée ou infectée. Mais donc on en est encore loin pour avoir vraiment un effet notable et pour écraser la courbe vraiment. Donc, 75 à 80%. Là, si on fait les 23 et les 11, on en est encore loin, tu vois. On ne sera pas en septembre alors. C'est pour ça que les épidémiologistes disent attention, faisons gaffe, on n'est pas à l'abri d'une 4e vague. On va aborder l'été en principe avec un niveau de circulation du virus qui est plus élevé. Là, ça baisse, on voit sur les courbes là, tout baisse, mais on partait tellement haut que ça baisse lentement. Et il faut faire attention parce que après le 2e confinement au mois de novembre, on a baissé, mais beaucoup moins qu'après le premier confinement. Et on est resté sur un plateau après. Et on n'est jamais descendu en deçà de 24 000 patients hospitalisés et 2 500 en soins critiques. Là, pour l'instant, il y en a encore 5 200, tu vois, c'est... Donc, il faut maintenir les efforts parce qu'on a tous envie d'avoir un été. Vraiment, vraiment. On a besoin. Est-ce que je voudrais savoir si vous avez des nouvelles sur le nombre de places et la réforme de première année en médecine? J'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de me pencher sur ce sujet. On a eu un communiqué, il y a une circulaire. Et je promets que la prochaine fois, on la prochaine fois. Ouais, là, je veux creuser avant de vous répondre. Irmaï qui nous dit, est-ce que vous avez des nouvelles sur la réouverture des piscines? C'est pour l'instant, on parle de réouverture des piscines que pour les enfants en activité ça va venir avec le calendrier scolaire et périscolaire, non? C'est 19 mai. Attends, je vais reprendre. Il y a plusieurs stades, vous savez. Il y a 19 mai, après il y a 9 juin. Activité sportive en extérieur, on va pouvoir retrouver ça, je pense. Moi, j'espérais que c'était pour le 19 mai, pour pouvoir emmener ma petite fille. Et j'ai vu que c'était pour l'instant que pour les enfants. Il y a tout un distinguo. Absolument. Tout un distinguo. Il faudrait poser les questions très progressif. À Roselyne Dubois, qui connaît tout sur les questions. Ouais. Je vous dirai si c'est... Donc, tu dis que c'est pas 19 mai? C'est peut-être 9 juin, alors? Oui, je pense. 9 juin. J'ai vu que c'était que pour les enfants, la réouverture des piscines 19. Ok, et tout à l'heure, l'autre fois, vous me posiez une question sur où en était-on du variant breton. Je vous avais dit que je ferai un point. On n'en a pas beaucoup reparlé. Et donc, au 4 mai, il y avait une quarantaine de cas confirmés, 42 très précisément, qui ont été rapportés en France, dont 39 en Bretagne et 3 dans d'autres régions. Et que tous ces cas avaient un lieu direct ou indirect avec la zone d'origine
l'origine de ce cluster qui était parti, on le rappelle, de l'hôpital de Lannion, il me semble. Et il y a eu 18 décès rapportés qui étaient en majorité chez des personnes âgées ou avec des comorbidités. Donc pour l'instant, le dernier point de Santé publique France qui est paru hier soir disait que ces indicateurs de surveillance ne suggèrent pas de diffusion communautaire importante de ce variant dans la population, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Donc, vigilance, mais pas d'affolement. Il y avait une vigilance particulière aussi. Vous savez que le variant britannique est largement majoritaire. La semaine dernière, il représentait quasiment 81% des suspicions de cas. Ça baisse un tout petit peu. Et ce qui progresse, en revanche, c'est le sud-africain ou le brésilien dans certains départements. Il y a désormais 12 départements où ces variants représentent plus de 10% de suspicion. Et notamment l'Île-de-France, donc il faut surveiller ça de près. Progresse. Il faut surveiller ça de près parce qu'il y a beaucoup de questions, même quand j'interroge les virologues, ils ne savent pas trop me dire si une fois, là ça y est, le variant majoritaire est écrasant, il a tout balayé sur son passage, il représente l'écrasante majorité des contaminations, mais qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'il y a un autre variant qui peut prendre le dessus comme si sur le variant anglais, est-ce que le variant africain peut l'emporter ? Et en fait, c'est vraiment une question de transmissibilité, mais comme on ne connaît pas forcément aussi bien la contagiosité des autres variants, c'est vrai que ça pose question, il faut surveiller ça de près. Donc voilà pour les variants. Ce serait cool de donner la possibilité à des personnes du public de venir parler de leur situation sur le live via Discord, Skype. Ah oui, je serais très contente de raconter ce que je vis au quotidien en tant qu'élève de terminale, et ce serait sympa aussi de voir le point de vue des élèves en post-bac. Super idée, Blacky62. Je sais pas si... Je vais peut-être pas laisser devant tout le monde ton mail ou ton mot de passe, mais ce serait pas mal. Faudrait qu'on trouve... un système. Ouais. Vettel 5, salut Vettel, ça fait plaisir de te revoir. Combien de variants sont présents sur le territoire français ? Impossible de le dire avec précision, parce que ça supposerait qu'on séquence tous les tests. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y en a 4 qui sont classés comme variants of concern, variants d'intérêt à surveiller, le britannique, le sud-africain, le brésilien, et une variation du britannique qui a une mutation qui s'appelle les 484K. Et puis il y a le breton, il y a aussi celui d'Henri Mondor, on en a plusieurs en France, mais en gros les 4 d'intérêt, c'est ceux que je vous ai cités. Qu'est-ce qu'on a ? Combien de variants, ça on l'a fait. Est-ce que le lycée, non, ça on l'a déjà fait. Donc voilà, pour la médecine, on est pas mal. Moi, j'ai une question, où est-ce qu'on en est de la contamination chez les jeunes ? Moi, on a un nombre d'élèves là positifs dans l'éducation nationale qui a été multiplié par 4. On est à près de 10 000. Mais il faut dire aussi qu'on ne le mesurait pas la semaine d'avant, puisqu'il y avait les écoles ouvertes. Qu'est-ce que tu as, toi, comme chiffre ? Est-ce que ça baisse partout ? Moi, j'ai vraiment le fait qu'on teste davantage. Vous savez, depuis la fermeture des écoles anticipées, on assistait à un effondrement du dépistage. Il y avait beaucoup moins de gens qui allaient se faire tester. Et là, la semaine dernière, ça a un peu repris. Alors, c'est pas au niveau d'avant, au niveau de fin mars, début avril, mais on a en gros les moins de 18 ans qui représentent 17% de l'ensemble des cas positifs de population générale, donc c'est pas mal. Et on voit que le taux de dépistage augmente fortement chez les plus jeunes. Par exemple, chez les 3-5 ans qui étaient très très peu testés avant, ça a progressé de 220%. Parce qu'on partait de zéro quasiment, donc c'est... Voilà. C'est les tests salivaires à l'école, mais peut-être aussi dans les labos, non ? Ouais, je pense. Parce que j'ai vu que maintenant, on le proposait. Et chez les 6-10 ans, ça a progressé de 235% en une semaine. Donc il faut voir, les augmentations, ça paraît énorme parce qu'on part de très peu et qu'il suffit d'en avoir quelques dizaines pour que ça... Mais on voit que le dépistage a repris. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut rappeler qu'il y a un seul truc qui met tout le monde d'accord chez les enfants, c'est qu'ils sont peu susceptibles de formes graves. Ils sont peu symptomatiques. Chez les plus petits, il y a quand même un distinguo qui semble être fait par les spécialistes qui disent, en gros, moins de 10 ans, quand même... moins de risques que les plus de 10 ans, et puis plus on grandit, plus on a la charge virale des adultes et plus on est contagieux et la contagiosité des adultes. Donc voilà, il y a ce constat qui met tout le monde d'accord, mais après il y a aussi un principe qui est quand on cherche, on trouve, et c'est vrai qu'on avait tendance à quand même beaucoup moins tester les enfants et à pouvoir passer à côté aussi de cas. Donc après, comment ça va se passer la suite ? Est-ce que c'est très compliqué d'anticiper, et que même pour la suite
de l'épidémie, de la courbe et tout. Est-ce qu'on va garder la même décrue ? Il y a le taux d'incidence qui a baissé de 20%, un peu plus de 20% en une semaine. Il y avait les nouvelles admissions en réa qui avaient baissé de 21% en une semaine. Est-ce qu'on va garder cette vitesse avec la réouverture des établissements scolaires, avec le fait qu'il n'y ait plus de restrictions de circulation, avec le fait qu'il y a des ponts de l'Ascension qui arrivent la semaine prochaine, tout ça, ça fait plus de mobilité. Ça, c'est vraiment l'inquiétude des épidémiologistes qui disent attention, on ne relâche pas trop tôt parce qu'on n'a pas du tout le niveau de vaccination qui permet aujourd'hui de bloquer le virus. Donc il faut être extrêmement prudent. On a des impressions comme ça que ce sont des vagues qu'on a du mal à expliquer, je trouve, quand on regarde tout ça. Attends, c'est une bonne nouvelle ça. Arnaud Photon Plongé qui me dit bonjour, grâce au stream de la semaine dernière, j'ai pu voir l'info que j'avais loupée, disant que je pouvais être vaccinée. Donc grâce à vous, j'ai pu réagir rapidement et être vaccinée depuis dimanche dernier. Merci BFM. Non, c'est trop cool. On est content pour vous, Arnaud. C'est chouette. C'est chouette. Et puis deuxième dose, en principe, vous savez, ça a été élargi. Si c'est du Pfizer, c'est plus 4, c'est 6 semaines en principe pour le rappel. Donc ça, c'est très chouette. Alors, on était... Incidence, ouais, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on a traité la plupart de vos questions, j'espère. Sauf les questions sur les études de médecine. Promis, la prochaine fois, je viens faire un point. Ouais, je suis désolée. Non, on peut pas... Je veux vraiment creuser avant de vous répondre. Véro, elle débloque les lycées, elle fait plein de trucs en même temps. Non, je débloque pas les lycées, attends. Je rigole, tu surveilles... pas être mal avec les bloqueurs. Non, tu surveilles tout. Tu surveilles tout, mais très bonne initiative et idée de Blacky62 de vous faire réagir, ça nous ferait très plaisir d'avoir encore plus d'interactions. On essaiera de travailler pour ça. Puis, je vous rappelle, quand vous avez envie de thèmes, Véro, vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'école, les examens, etc. C'est pour ça qu'elle a accepté de venir aujourd'hui. S'il y a d'autres choses qui vous bottent, on s'adapte à vos envies aussi. Voilà, prenez soin de vous, très bon week-end et à bientôt pour un nouveau stream. Ça t'a plu ? Ouais, carrément. Non mais carrément. Alors à bientôt. Ciao. Ciao.